Bonsoir chers téléspectateurs de BF1. Bienvenue à cette 4e édition de l'émission que vous attendez tous, Cap Enfance Positive. Cap Enfance Positive est une émission initiée par 12 ONG, c'est un consortium de 12 ONG et ce soir, nous recevons l'ONG EPAC France. Vous êtes Monsieur Tamba Kourouma, directeur bureau EPAC France et Luxembourg au Burkina Faso. C'est bien cela? C'est bien cela. Madame. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. Nous avons aussi M. Wedraogo Mwentare, commissaire principal de police, chef de la brigade régionale de protection de l'enfance du centre. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci d'être là aussi. Nous recevons aussi M. Sawadogo Ousmana, coordonnateur général de l'association Keo Go. Bien dit. Bien dit? Ah bon. Merci d'être là. Merci, bonsoir. Bonsoir. Vous avez aussi Monsieur Lampo Mathieu, magistrat spécialisé en protection et droit de l'enfance, juge des enfants de Ouagadougou. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir, Merci madame. aussi d'être là. Alors, le thème de ce soir, c'est l'exploitation sexuelle des enfants et les liens avec la migration, la traite et l'utilisation des TIC, TIC qui veut dire technologie de l'information et de la communication au Burkina Faso. Avant d'ouvrir le débat, nous allons écouter un micro-trottoir et on se retrouve juste après. Je pense que certaines personnes ne connaissent pas la valeur d'un enfant. D'autres, par exemple, je peux prendre le cas de ceux qui n'ont jamais eu d'enfant. Et puis, ces derniers-là, s'ils voient l'enfant d'autrui, ils vont maltraiter l'enfant. D'autres même, jeter l'enfant à la rue. Bon, pour moi, c'est ça. On pourrait en fait dire qu'on peut distinguer 3 aspects. Il y a l'aspect exploitation sexuelle des enfants au niveau local, c'est-à-dire au niveau des domestiques. Il y a le fait aussi que il y a des gens qui utilisent des canaux pour envoyer des filles à l'extérieur, dans d'autres pays. Ça, c'est un phénomène. Bon, il y a aussi le fait que des enfants, par leur volonté, font ça. C'est-à-dire là, ce n'est pas forcé. En fait, il n'y a pas de contrainte. Ça veut dire qu'elles font ça d'elles-mêmes, soit pour de l'argent. Moi, je vis dans un quartier où je vois beaucoup souvent des maisons où il y a des jeunes filles et tu ne sais pas ce qu'ils font et c'est la nuit qu'elles sortent. Il y a des gens qui bouffent là-dedans. Qui bouffent là-dedans, pourquoi? Parce que ce monsieur dernier est là, il va aller voir les filles et puis les dire que non, bon, que selon, il va les amener, ils vont aller travailler. Travailler pour pouvoir subvenir leurs besoins parce qu'ils n'ont rien. Si elle voit que c'est une facilité, elle va aller gagner sa vie, elle va partir. Déjà, si elle part, ça ne serait pas ça. Ce n'est pas un travail. Il va aller les vendre. Il peut les mettre dans une maison comme ça, et puis les autres vont venir payer, et puis faire ce qu'on va faire, et puis partir. Je ne sais pas comment dire, mais tout le monde voit comment ça se passe. Dans la rue, tous les jardins publics la nuit, vous voyez des filles arrêtées là-bas, dans les grands carrefours, à pied, en moto. Aujourd'hui, dans le grand maquis, la loi dit qu'il faut avoir 18 ans avant de rentrer dans un maquis ou dans une boîte. Mais vous-même, allez-y voir, vous êtes journaliste, vous voyez tout ça. Donc, il n'y a pas un secret dans ça. Beaucoup de gens vivent de ça. Les mamans vivent de ça, les petits frères vivent de ça. Voilà, c'est un réseau où on ne sait pas comment faire. Il y a plusieurs sortes de violences. Bon, par exemple,
Vous avez beaucoup de grandes dames même de ce pays qui sont allées à l'école, qui prennent des filles, qui exploitent, qui mettent dans leur maison, qui les fait travailler comme un âne. Ça, c'est une forme de violence qui les frappe souvent. La migration, c'est quoi la migration? Même ici, vous voyez aujourd'hui dans les villages, les gens sont désertés pour venir en ville. Il y a aussi la ville qui est allée joindre aussi les villages. Hein? C'est ce que j'ai dit, c'est des mauvaises politiques qui ont amené tout ça. Vous avez Ouagadougou est mal loti, mal grandi. Bon, tous les villages que nous on connaissait avant sont devenus villes. Donc c'est compliqué. L'immigration a quelque chose. L'immigration ne peut pas être seulement négative. Selon moi, je pense que ça va à la régression parce que compte tenu du fait que nous avions aujourd'hui des sociétés minières qui s'installent un peu partout au Burkina, donc le phénomène migratoire, pour ma part, je pense que elle est un peu freinée, ça veut dire qu'elle est un peu limitée au profit justement des sites miniers. Il y a des gens qui envoient des jeunes filles de 14, 15, 16 ans au Burkina pour les exploiter sur le plan sexuel. Ils les amènent, ils les logent, ils les envoient dans les maquis, dans les boîtes de nuit et même dans les rues. Et le soir même, on les voit remorqués par des taxis et puis des motos. Donc je pense que bon, c'est un mœurs qui est développé plus à l'extérieur, chez les voisins, qu'au Burkina. Donc subitement, quand cette immigration est arrivée, vous allez voir que chez nous aussi, il y a nos sœurs, nos enfants, voilà, qui imitent leur comportement. Et voilà, on voit une immigration de Ouagadougou vers l'est, une immigration de l'ouest vers le centre Ouagadougou. Et tout ça, c'est dans le cadre du sexe. Je pense que dans l'immigration, il y a un échange de comportements et de culture et civilisation entre deux peuples ou bien deux cultures. Voilà. Ce que nous n'avons pas l'habitude de voir comme comportement ici, avec nos jeunes filles, ailleurs, ça existe. Donc ça fait que s'il y a immigration de l'extérieur à l'interne du Burkina Faso, nous allons constater immédiatement un changement des mœurs. Oui, ce lien, c'est comme je l'ai dit tantôt, et il y avait des personnes qui organisaient ça pour se faire de l'argent. Et ils disaient à ces filles, en fait, disons que il les flattait, si je peux ainsi m'exprimer, pour les faire miroiter, mais en réalité, arriver là-bas, c'est juste pour l'exploitation sexuelle, surtout par des grands industriels qui s'adonnent à cœur joie pour des fillettes de 12, 15 ans, voilà, disons des mineurs. Nos responsables politiques africains ne font pas beaucoup de choses pour le développement de l'Afrique. Il y a aussi le planning familial aujourd'hui qui est nécessaire. On veut ou on ne veut pas, si on veut faire des enfants, dire qu'on va les laisser à Dieu. Ah, je pense que ce n'est pas le même Dieu qu'il y a 50 ans, parce que tout le monde vivait de la nature, tout le monde vivait dans la brousse, donc c'était facile à encadrer. Mais aujourd'hui, vous voyez, quelqu'un qui n'a pas de moyens, qui se retrouve avec 3 femmes, avec plusieurs enfants, tout le monde se débrouille pour pouvoir survivre. C'est déplorable, mais la première des choses, c'est vraiment qu'on lutte contre la pauvreté et surtout éduquer les femmes et des enfants. Ce que je peux proposer concrètement, c'est de doter le moyen à l'autorité. Vous savez, notre police là, ils n'ont pas de grands moyens pour lutter contre ça. Et aussi côté justice, il faut faciliter. Souvent, vous partez pour dénoncer quelqu'un et par fini même vous cherchez. Alors, on va vous appeler chaque fois,
vous-même, il faut venir. Bon, vous avez des trucs à faire, ce n'est pas parce qu'on vous a donné quelque chose pour ça. D'abord, je pense que c'est l'autorité qui doit doter les moyens à l'État. Vous avez vu la dernière fois, il y a un policier qui a sorti dénoncer qu'ils n'ont pas de véhicule et les gens voulaient s'en prendre à lui. S'ils n'ont pas de moyens, vous voulez qu'on fasse quoi? Ouaga, il y a combien de millions d'habitants à Ouaga? Ce genre de comportements-là, le maltraitant des enfants-là, dans les cours, il y en a combien dans le quartier par jour? Donc, c'est une question de moyens. Bon, d'abord, pour l'exploitation sexuelle au niveau des mineurs, je pense que le ministère de l'Action sociale en relation avec le ministère en charge de la femme peuvent s'associer pour prévoir ou entreprendre des actions au niveau de l'Assemblée pour que l'Assemblée vote des lois, je crois, assez sévères pour punir tous ceux qui s'adonneront à cette pratique. Je pense qu'il faut axer l'accent sur ça et les textes et les appliquer. Parce que je pense pour ma part que la phase de la sensibilisation est passée. Il faut passer maintenant à la répression. Pour le second phénomène, à savoir la migration, là également, au niveau de la police des frontières, je pense que le MATD, et également avec le ministère des Affaires étrangères, peuvent aussi également conjuguer leurs effets, leurs actions, pour prendre des mesures drastiques au niveau des frontières, que ce soit au niveau des aéroports, que ce soit au niveau des frontières terrestres, en vue d'appréhender toute personne qui voudrait passer avec des mineurs pour traverser la frontière, et également des lois qui vont être sévères envers toutes les personnes qui vont s'adonner à ces pratiques-là. Moi, je pense que s'il y a une sensibilisation au niveau des jeunes filles-là, même dans les écoles, dans les lycées, même dans les villages, même tout, ça peut diminuer. Alors, voilà, on vient d'écouter un micro-trottoir. On va y revenir point par point sur les questions qu'on a eu à leur poser. Mais avant, je vais vous demander, M. Bamba, de nous expliquer le choix de ce thème au niveau de l'ONG EPACT. Alors, merci, Madame, de nous avoir donné l'opportunité de discuter de ces questions-là avec l'ensemble des acteurs via votre télévision. Alors, le choix du thème est parti d'un constat, c'est que la problématique d'exploitation sexuelle des enfants dans le domaine de la protection est une des thématiques les moins visibles. Les moyens visibles, même chez les praticiens de la protection, peu documentés. Nous sommes partis de ces constats-là pour inscrire dans notre plan d'action 2018-2019 la mobilisation des acteurs via des réseaux sociaux, via les médias, et pour donner les opportunités aux uns et aux autres d'en parler et de mieux connaître le phénomène et de mieux le construire et de mieux proposer des réponses. Alors, c'est quoi les chiffres? Parce qu'on va commencer par les chiffres pour que les chiffres puissent nous marquer avant d'aborder autre chose. Alors, quand on parle d'exploitation sexuelle des enfants, pour le contexte du Burkina, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a peu de données. Il y a peu de données. Il y a peu de données. Cette difficulté, ce défi-là s'impose parce que la thématique, la problématique a un caractère très tabou, a un caractère très caché dans nos communautés, dans nos familles et même dans la pratique professionnelle. Mais pour le cas spécifique, par exemple, du Burkina, il y a quelques données de référence qui indiquent déjà des signaux d'existence du phénomène et du développement du phénomène. Si vous prenez par exemple le rapport du gouvernement, l'année statistique 2016, 2016 du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la famille du Burkina, qui indique par exemple que 585 enfants ont été enregistrés auprès des services sociaux du pays en lien avec la traite. En lien avec la traite. Et parmi lesquels en lien avec la traite.
Alors, et parmi lesquels il y a eu 54 enfants associés à l'exploitation sexuelle. À l'exploitation sexuelle. En une année, en 2016. En 2016, juste en 2016. Alors, si tu renvoies un peu aussi au rapport que nous avons réalisé en 2016, la même année, qui a porté sur une étude à Ouagadougou, qui a touché 243 filles, 243 enfants. 243 enfants. Et ce rapport indique, d'un point de vue âge, que les filles exposées à la prostitution à Ouagadougou, l'âge est compris entre 13 et 17 ans. 13-17 ans. 13-17 ans. Imaginez-vous, à 13 ans déjà, les enfants sont dans la prostitution. Et ensuite, 25% à 75% des revenus qui rejoignent un peu l'interlocuteur, 25 à 75% du revenu issu de la prostitution est versé aux intermédiaires. Aux intermédiaires. 25 à 75%. À 75% aux intermédiaires. Okay. Et encore plus loin, 70% des cibles des 243 enfants touchés, il y a 70% qui étaient des Burkinabés. 70% étaient des Burkinabés. Pour dire, même si c'est un phénomène qui était pratiquement connu comme c'était la pratique des enfants issus de la migration, mais de plus en plus, les enfants de nationalité burkinabé commencent à être sévèrement touchés. Ok. Alors, Monsieur Lampo, vous allez me dire, c'est quoi l'exploitation? Qu'est-ce qu'on entend par exploitation sexuelle des enfants? Ok, merci beaucoup, madame. En fait, c'est un thème ou un terme assez complexe. Et pour mieux le cerner, c'est mieux de le situer par rapport à la notion même de traite. Quand on arrive à le situer par rapport à la notion de traite, on pourra voir un peu les ramifications donc, de cette notion-là. Par exemple, la traite, telle que définie à l'article 3 du protocole additionnel de Palerme sur la traite des personnes, il y a traite lorsqu'il y a recrutement, transport, hébergement, accueil de personnes, soit par contrainte, soit par enlèvement, soit par tromperie, soit par fraude, ou par l'offre ou l'acceptation de paiement ou d'avantage d'une personne qui a autorité sur une autre personne en vue de son exploitation. Okay. D'accord? C'est ça la traite. Donc la traite peut prendre maintenant une forme d'exploitation sexuelle. Okay. D'accord? Voilà. Mais maintenant, lorsqu'il s'agit donc de mineurs, la loi dit que on n'a pas besoin d'introduire les moyens de tromperie ou de fraude pour qu'il y ait donc exploitation des mineurs. Il suffit qu'il y ait déplacement et qu'il y ait exploitation pour qu'on puisse parler de traite. Maintenant, si la traite là est liée à l'exploitation sexuelle des enfants, qui veut dire maintenant utiliser donc le sexe donc de l'enfant pour se faire de l'argent, même si on donne une partie donc à l'enfant, on pourra parler d'exploitation sexuelle. Donc, l'exploitation sexuelle peut être une forme de traite. Okay. Mais toute exploitation sexuelle n'est pas une traite. Okay. D'accord? Oui, donc, c'est un peu ça. Et le plus souvent, l'exploitation sexuelle, telle que nous la voyons, est une forme de traite. Parce que les gens quittent d'autres zones pour aller dans d'autres zones parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas accomplir ces activités-là du milieu dans lequel ils se trouvent. Voilà. Que ce soit ceux qui les amènent, que ce soit ceux-là qui pratiquent ça, dans leur milieu d'origine, c'est un peu difficile. Mais lorsqu'ils se déplacent, eh bien, là, c'est plus facile donc que ces actes-là soient accomplis. D'accord. Monsieur Sawadogo Ousmana, vous qui êtes de l'association Keogo, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que c'est un phénomène qui existe dans notre pays. Et mon organisation est sur le terrain. Okay. Et c'est notre cheval de bataille. Et de concert avec ECPAT, qui est notre partenaire technique et financier dans le domaine, plus d'autres bailleurs, je vais dire. Et disons que c'est des faits exacts, comme le magistrat vient de le dire, et c'est des faits courants que nous rencontrons à tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Tous les niveaux, c'est-à-dire classe sociale ou
classe sociale, Oui. ça existe. Et les localités, Ok, ça existe d'accord. aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Oui. Et même à l'extérieur du pays, nous en retrouvons. D'accord, c'est ce qu'on appelle plus communément la migration, en fait, l'exploitation ou sexuelle au niveau migratoire, c'est ça? Au niveau migratoire. On en entend parler depuis quelque temps, Exactement. des jeunes filles qui ont fui le Burkina pour aller chercher de l'emploi à l'extérieur, Ouais. et on en voit beaucoup dans les réseaux sociaux d'ailleurs. On à va y fait. revenir. Ok, Alors, merci. Monsieur Ouedraogo, vous qui êtes commissaire principal, quand un enfant est amené vers vos services par une personne, on va dire bienveillante, une dame qui trouve que la petite fille là est exploitée sexuellement, comment ça se passe? Alors, je vous remercie. Alors, je voudrais d'abord revenir sur le service même que je dirige. Oui. Alors, il s'agit de la Brigade régionale de protection de l'enfance. Voilà. Ok. Et pour l'instant, au Burkina Faso, il existe au fait 2 brigades. Ok. Celle de Ouagadougou et celle de Bobo Dioulasso. Ok. Alors, ces services-là ont été créés en 2009 par le ministère de la Sécurité pour s'occuper exclusivement des violences qui sont faites justement aux enfants et aux femmes. Ok. Alors, les services ont été créés par arrêté et aujourd'hui, on ambitionne de créer dans toutes les 13 régions du Burkina Faso justement des brigades qui vont s'occuper exclusivement de ces questions de violences faites aux femmes et Aux enfants. et aux mineurs. Alors, justement, dans l'exercice de nos fonctions, nous recevons quotidiennement justement des enfants de tout profil, je dis bien, de tout profil, parce que soit étant victimes de violences, au nombre desquelles l'on peut retenir par exemple l'exploitation sexuelle. Alors, il y a quelques règles quand même qui guident nos actions au niveau de la police nationale. Lesquelles règles sont pratiquement conformes au respect aux droits humains et particulièrement aux droits de l'enfant. Ok. Alors, il s'agira dans un premier temps de conduire un entretien avec cet enfant pour mieux cerner son problème. D'accord. Et conduire cet entretien-là suppose que nous prenons des dispositions, puisque l'enfant étant déjà choqué par la situation qu'il a vécue, qu'il n'arrive pas à vivre cette même situation. À ce titre-là, des personnes qualifiées sont commises pour leur entretien, bien sûr avec toutes les garanties qui sied, comme la présence de nos collaborateurs de l'association, les associations qui vont certainement venir l'assister. Ok. Alors, il peut se trouver qu'après écoute, des besoins urgents se présentent. Ça peut être des besoins sanitaires, ça peut être des besoins alimentaires, vestimentaires et même des besoins de prise en charge psychologique. Ok. Ce que nous faisons, c'est immédiatement référer justement ces personnes-là vers les structures concernées pour leur prise en charge. Ce qui n'occupe pas bien sûr la conduite de nos enquêtes. Parce que lorsque la personne sera stabilisée, nous passons à l'étape suivante qui est la conduite de l'enquête, à savoir la recherche des personnes mises en cause et leur conduite devant justement le procureur du Faso pour qu'il fasse l'objet de poursuites de sanctions pénales s'il y a lieu. Alors, telles sont les actions justement de notre brigade. D'accord. Alors, je suis contente de savoir qu'il y a une brigade de la protection de l'enfance et de la femme au Burkina. Donc, on prendra vos coordonnées parce que je suis sûre que beaucoup seront intéressés. Alors, Monsieur Tamba, votre structure lutte pour aider ces enfants-là. Pour nous, ils migrent pour chercher mieux. C'est vrai, le magistrat, M. Lompo, a dit tout à l'heure qu'on peut les tromper. D'ailleurs, même durant le micro-trottoir, quelqu'un a parlé de tromperie. On les flatte en leur disant qu'on va leur donner du travail en ville et arriver sans confronter à toute autre chose. Alors, expliquez-nous concrètement comment ça se passe. Alors, avant d'expliquer le processus, je voulais juste revenir sur le concept exploitation sexuelle des enfants. Ok. Exploitation sexuelle des enfants signifie quoi? C'est lorsqu'un adulte ou une personne échange son pouvoir, son argent, ses moyens financiers, son statut social, la force, contre
l'acte sexuel d'un mineur. Ok. Donc, quel que soit le niveau où vous êtes, si vous échangez votre pouvoir contre le bénéfice sexuel d'un mineur, c'est de l'exploitation sexuelle. Que ce soit dans le cadre de la famille, que ce soit à l'école, que ce soit dans la famille. Ok. Alors, le fait de changer là est appelé exploitation sexuelle. D'accord. Voilà. C'est ce Ok. qui fait que, voilà, c'est ce qui fait que aujourd'hui, par exemple, un tonton qui achète un téléphone portable Android à une fille du collège, il fait de l'exploitation sexuelle. Ça, c'est de l'exploitation sexuelle. Ça, c'est de l'exploitation sexuelle. Et c'est contre le sexe. Ok. Voilà. Et si c'est contre le sexe, effectivement, pour demander les faveurs sexuelles, si le téléphone, le fait d'acheter le téléphone, remettre à la fille au bénéfice des faveurs sexuelles de la fille, tu fais de l'exploitation sexuelle. Alors, quels sont ces liens avec la mobilité? L'exploitation sexuelle a des facteurs favorisants. L'un des facteurs favorisants, c'est de la mobilité et de la migration. Vous constaterez, comme l'a dit dans le micro-trottoir, il y a des gens qui sont spécialisés, par exemple, à aller à Bobo recruter des filles pour venir les placer dans les maquis. Donc, on les déplace d'un point A à un point B, mais à des fins d'exploitation. Donc, déjà, la mobilité des enfants est un facteur aggravant de l'exploitation sexuelle parce que ça expose des enfants, ça les amène dans un environnement qu'ils ne maîtrisent pas et dans lequel ils sont exposés à des activités à risque, telles que travailler dans les maquis, telles que être domestique. Alors, en plus de ce facteur-là, c'est aussi associé à la traite. Comme l'a dit le commissaire, comme on l'a dit aussi M. Zampo, donc c'est aussi très associé. Et en plus de cela, pour le cas spécifique, même le mariage. Le mariage est un facteur. Certaines formes de mariage est un facteur d'exploitation sexuelle. Voilà, d'exploitation sexuelle. Parce qu'il suffit d'aller dans une famille aujourd'hui chez nous, dire « alors je veux de ta fille », donc la famille va te la donner. Est-ce que c'est une véritable volonté de mariage? Est-ce que c'est juste un alibi pour avoir les bénéfices sexuels sur la fille? On se pose la question. Donc ça peut être aussi considéré comme un motif, une cause ou un facteur aggravant conduisant à l'exploitation sexuelle des enfants. D'accord. Alors moi, il y a un point qui m'intéresse énormément, si on est là aujourd'hui, c'est que cette exploitation sur les enfants a des conséquences qui peuvent nuire au développement de l'enfant, qui est la plupart, ce sont des jeunes filles. Alors vous, Monsieur Sawadoro, vous qui êtes de l'association, qu'est-ce qu'elle vous raconte? On va dire déjà petite, quelles sont les conséquences qu'on voit, déjà palpables tout de suite, et ensuite au fil du temps, en se mariant, quelles peuvent être les conséquences plus tard pour ces enfants-là? Je voulais juste dire que ce n'est pas seulement des filles. Des filles? La grande majorité sont des filles, mais il y a des garçons. Il y a des garçons aussi qui sont victimes de cette exploitation sexuelle dans ce pays. D'accord. Alors, les conséquences sont nombreuses. Vous avez des conséquences physiques. Déjà, oui. Déjà, parce que c'est des mineurs avec un sexe immature qui a été forcé par un adulte. Et là, il y a des conséquences après. Si c'est une fille, si elle se marie. Si ce sont des garçons, la plupart du temps que nous enregistrons et les difficultés que nous avons, c'est qu'il y a une incontinence anale. Ok, incontinence anale. Voilà. Okay. Alors, il y a aussi des conséquences psychologiques. Alors, ce sont des gens, à un moment donné, qui ont peur simplement de l'adulte, quel que soit qui tu es. Aussi, ce sont des enfants, quelquefois, quand vous voulez faire un entretien dans une maison et vous fermez la porte, il commence à avoir peur. La personne commence à avoir peur, la victime commence à avoir peur, elle veut sortir, et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc psychologiquement, elle est très touchée et elle a peur des situations comme ça. Et mieux, il y a des filles, lorsqu'elles sont malades, elles vont pour un examen, elles ne veulent même pas s'approcher du staff médical parce que c'est un adulte qui va l'examiner, qui va dire ce qui se passe. Donc, il y a des conséquences assez graves et dégradantes sur cet enfant. Et plus tard, au niveau de la maternité chez ces filles, c'est grave. Il y en a qui deviennent frigides, qui refusent toute relation sexuelle, ou il y en a qui ont eu des infections sexuelles, et après, la maternité est compromise. Et chez les garçons, on en voit qu'avec l'incontinence, il y en a qui deviennent plus ou moins inactifs sexuellement, même s'ils deviennent adultes. Et mieux, il y en a qui
parce qu'ils ont été, parce que pour moi c'est de l'agression. Au-delà de l'exploitation, on a agressé un enfant et malheureusement, on a tendance à les reproduire à l'âge adulte. Sur ses propres enfants. Sur ses propres enfants, sur les autres, sur n'importe quel enfant, on voudra le reproduire. On ne sait pas expliquer, mais psychologiquement, c'est démontré. Et la plupart, on a des preuves palpables, la plupart des délinquants que nous avons conduits en justice, quand ils commencent à parler, les gars se font là, me dire que moi j'ai été victime quand j'étais enfant, excusez-moi. Vous voyez? Donc il y a une volonté manifeste de reproduire. C'est des gens qui doivent avoir des soins. Ils doivent être soignés aussi. Donc c'est des malades potentiels qu'on produit dans notre société. Okay. On va revenir après avec chacun d'entre vous, mais j'ai oublié les causes. Qu'est-ce que peuvent être les causes de cette exploitation sexuelle? Parce qu'il y a une dame qui dit, elle, la première qu'on a interviewée, qui disait que c'est parce que c'est l'enfant d'autrui, donc on minimise, on traite comme on veut. Est-ce que vous pensez que ça peut être une des causes de cette exploitation? Oui, allez-y, monsieur Pamp. Essentiellement, en termes de causes, on l'avait déjà abordé. Les causes, premièrement, il y a le manque d'information. Le manque d'information, le manque de connaissances ou la faiblesse de connaissances sur l'existence de la problématique. Parce que c'est une pratique qui est très associée à certaines de nos coutumes et de nos mœurs. Par exemple, quand tu vas vers l'Est, au Burkina, le rap, oui, on en a parlé il n'y a pas longtemps, justement. Est considéré comme une pratique traditionnelle. Voilà. C'est comme les mariages précoces. Les mariages précoces ou les mariages forcés. Alors, c'est considéré, c'est tellement associé à nos pratiques. Mais aussi, l'une des causes aussi, c'est tout ce qui est associé à la défragmentation de la famille africaine. Oui, c'est vrai. Alors, la cellule familiale, telle qu'elle était consolidée hier, telle qu'elle était forte hier dans l'éducation, dans la sécurisation de la vie de l'enfant, elle est en train d'aller en lambeaux. Alors, qui sont entre autres. Et là, il ne faut pas trop, quand les gens justifient ça par la pauvreté. Oui, les gens sont pauvres, mais la pauvreté ne justifie pas forcément parce que la pratique existe aussi en milieu des riches. Même dans les grandes cours. Là, c'est de la déviance, de la dépravation. Donc, ce n'est pas forcément associé à la pauvreté, parce qu'on constate les cas qu'on gère sont aussi issus des milieux riches. Des milieux riches. Ah bon? Oui. Les cas que vous gérez? Oui. Quand même? C'est des milieux riches. Je n'aurais pas pensé. C'est des milieux riches. Alors, je vous donne juste un exemple. Oui. On a capté lors de nos ateliers une dame qui a bien témoigné. C'est un couple de médecins. Des grands médecins qui travaillent dans une organisation internationale. D'accord. Alors, qui ont recruté une bonne, comme on les appelle une bonne, même si l'appellation bonne est très dégradante. Mais c'est ce qu'on dit. Voilà, c'est ce qu'on dit. Alors, cette bonne-là, avec l'occupation professionnelle, ils sont des cadres. Ils n'ont même pas le minimum de temps pour leurs 2 enfants. Et ils ont donné la garde, confié la garde de l'enfant à cette dame-là. Et vous connaissez les relations dégradantes entre les bonnes et les maîtres ou les maîtresses. Donc, la fille a entraîné le frère et la sœur dans la pratique sexuelle. Elle se déshabille dans la cour, elle est avec les enfants l'observent et les enfants ont grandi dans cette dynamique-là jusqu'au moment où ils ont eu l'âge, les amenant, le garçon a engrossé la fille. Donc le frère a engrossé la fille. C'est pour vous dire que ce phénomène-là, il n'est pas seulement un milieu pauvre, mais il ne dépend pas de la pauvreté, mais le cadre familial sécuritaire, le cadre communautaire sécuritaire qui peut être le meilleur moyen préventif. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la pauvreté forcément. D'accord. On va écouter quelques témoignages. Ça va nous permettre de situer un petit peu pourquoi elles en sont arrivées là. Et puis on va revenir dessus tout de suite. Je m'appelle Oudrago Sarata. J'ai 22 ans. Mes parents se sont divorcés quand j'étais tout petite. Et quand j'avais l'âge de 20 ans, je suis allée rester avec ma mère. Et avec ma mère, elle voyageait. Et un jour, elle voyageait, me laissait à la maison. Que j'avais un camarade qu'on se suivait, se rendait visite. Et quand ma mère était en voyage, il est venu dans la maison, me forcer dans la maison et puis me violer. Et j'ai caché ça, je n'ai pas dit à quelqu'un. Gars, j'étais enceinte. Et quand j'ai su que j'étais enceinte, mes parents ont voulu me bannir.
il ne veut pas savoir que c'est par viol. Donc il pensait que c'est moi qui ai sorti faire tout cela pour venir et puis demander pardon, mentir que c'est par viol qui m'est arrivé cela. Donc ils n'ont pas pris le courage de me conseiller, de me consoler pour que j'ai eu le courage d'aller d'avant. Donc ça, ce qui m'est arrivé là, en tout cas, ce n'était pas bien. Tout ce que les parents m'ont fait et que les gars aussi m'ont fait là, c'est vraiment, je n'étais pas contente de tout ce qu'ils ont fait. C'était trop dur pour moi. J'ai pris le courage de rester avec ma mère jusqu'à ce que j'ai accouché. Et après mon accouchement, je suis sortie pour cesser le travail, pour avoir un peu de l'argent. J'ai cessé, personne ne m'a voulu plus. Je suis allée dans un maquis pour travailler. C'est 15 000 qu'on me payait dans le mois. Et là-bas aussi, il y a une vieille qui était à côté du maquis. Je laissais mon enfant là-bas et puis je travaillais. Et dans 15 000, j'enlève 5 000 pour donner à la vieille et puis je garde 10 000. J'ai vu que 10 000, ça ne me suffit pas de faire ce que je veux, mais j'arrivais un peu à me couper de moi-même et payer mes savons, et mes pommades, mes pâtes. Beaucoup de personnes qui m'ont fait des propositions, pas des rapports. Bon, comme je ne me suis pas moi-même, bon, j'ai fait ça seulement pour avoir de l'argent, que je regrette aujourd'hui même d'avoir fait cela. Je ne savais pas comment je vais faire pour avoir de l'argent et couper de mon enfant et puis me couper de moi-même. J'ai accepté leur proposition de faire ce que je ne voulais pas, seulement pour avoir de l'argent et puis me payer à manger. Et un jour, j'avais une camarade que j'étais encore jeune là. Et ma camarade m'a conduit dans un centre. Ici, dans le centre, c'est la couture que je fais. Et le centre aussi, ce qu'il fait comme l'aide pour moi, souvent elle vient me donner des kits pour moi et pour mon enfant. Bon, mais ça ne suffit pas parce qu'en apprentissage, là, je n'arrive pas à avoir de l'argent pour manger, je n'arrive pas à avoir de l'argent pour soutenir mon enfant. Je me nomme Kaboré Nathalie. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je vivais là-bas avec mes parents. Donc, après le décès de mon père avait 8 femmes. Donc 8 femmes, nous les enfants, on était beaucoup. Donc après son décès là aussi, on ne peut pas rester ensemble. Et puis, en tout cas, moi aussi j'ai décidé de venir au pays chez ma soeur. Je suis venue chez ma soeur aussi. Et puis, chez ma soeur aussi, c'était difficile pour gagner à manger. Je ne peux même pas gagner à manger. Donc après ça, moi j'ai eu des copines. Tu m'as conduit dans une situation que je ne voulais pas. Mais pour gagner à manger, pour gagner s'habiller, ce n'était pas facile. Donc moi aussi j'ai décidé de partir avec eux. On allait louer une maison. En tout cas, eux étaient dedans. Mais après ça, ils ont changé une autre coin. Et puis on allait louer une maison. Puis dans les soirées, nous on sort pour aller au bord de la route pour faire la procession. Si on sort, souvent on gagne, souvent on ne gagne pas. Si on sort, il y a les gens qui viennent nous agresser, de leur donner l'argent puisque nous on puisse s'arrêter au bord de la route pour faire la procession. Donc si nous on s'arrête, on était 5 personnes, souvent même on dépasse 5 personnes. Donc on cotise et puis on lui donne et puis par-ci, par-là, nous on commence à faire notre travail là. Souvent on rentre à 1h, souvent à 5h. Et puis, souvent tu peux sortir avec un homme et puis pour aller en hôtel, si tu parles, s'il finit de faire, puis il ne veut pas te donner ton argent. Donc, dans ça, et puis il peut te frapper dedans, tout ça là. Après ça, quand j'ai vu, en tout cas, je ne suis pas allée, c'est pas par plaisir, je suis allée faire ça. Moi-même, je n'ai pas aimé ça. Je n'ai pas aimé ça. Donc après ça, j'ai une autre copine encore qui venait dans un centre. Et puis elle m'a aussi conduit là-bas. Et pour le moment, je viens au centre pour apprendre la couture. Voilà, je ne sais pas quoi dire tellement c'est poignant. Monsieur Ouedraogo,
Est-ce que vous sortez souvent, je ne sais pas si c'est dans vos structures, où on sort le soir faire des rondes pour justement essayer d'amener ces filles-là et ensuite les envoyer peut-être à l'association. Je ne sais pas comment ça se passe. Dites-nous comment ça se passe. Alors, je vous remercie. Alors, dans nos activités quotidiennes, il est inscrit justement que des opérations visant à rentrer en contact avec toutes ces personnes que vous aviez citées, notamment, par exemple, les 2 filles qui ont témoigné de leur situation. Et nous tentons de mener des opérations en vue de rentrer en contact avec elles et de les retirer de ce milieu-là. De ce milieu-là, déjà. À ce titre, vous avez souvent assisté à des rafles qui sont organisées dans la ville. OK. À l'issue des rafles qui sont organisées, notre service du moins, qui est déjà suffisamment outillé sur ces questions, s'entretient individuellement avec les filles mineures. Je dis bien les filles mineures pour comprendre leur situation. Parce que derrière sa situation de prostitution ou de prostituée se cache toujours une situation que l'on ignore, qui peut être une situation de violence. Alors, lorsque l'entretien est conduit avec cette personne, nous lui demandons son choix, parce que nous ne pouvons pas prendre de décision sans que la personne ne prenne elle-même une décision suffisamment éclairée. Okay. Et lorsqu'elle donne son avis sur les dispositions que nous devons prendre, elle est immédiatement référée vers les structures partenaires. Okay. D'accord. Alors, entre autres des opérations que nous organisons, c'est par exemple les interceptions d'enfants en situation de migration. Parce qu'il s'agit au fait ici d'actions préventives. OK. Alors, comment vous le faites? C'est-à-dire dans les villages, les cars qui ramènent des jeunes filles, c'est ça? Parce que j'ai entendu parler. Exactement. Alors, il s'agit d'actions préventives qui consistent à poster des policiers sur la voie publique et à procéder au contrôle des véhicules et à intercepter les enfants qui y seront trouvés. D'accord. Que cet enfant-là soit accompagné ou non. Et à l'issue des vérifications, s'il s'avère que cet enfant se déplace pour un motif qui n'est pas suffisamment éclairé, qui n'est pas suffisamment clair, cet enfant est simplement retenu à notre niveau et référé vers les structures de prise en charge. Ça ne doit pas être évident parce que je vois beaucoup de jeunes filles, j'entends parler, beaucoup de jeunes filles qui quittent le village, soi-disant je viens voir ma soeur à Ouagadougou, je viens voir tel oncle à Ouagadougou, mais comment vous pouvez savoir que ce n'est pas ça, ou que c'est faux, ou que c'est un prétexte? Alors, lorsque l'interception est faite, je vous le disais, il y a un entretien, ils sont conduits d'abord dans nos services, un entretien est conduit, et c'est cet entretien qui va nous permettre justement de vérifier les allégations de la demoiselle. D'accord. C'est à l'issue de ces vérifications que justement nous la référons justement vers la structure et les structures partenaires. Okay. Alors, au fait, nous évitons d'ailleurs, nous évitons de les remettre immédiatement vers ces personnes dites logeurs ou tuteurs. Oui. Pour la simple raison que, comme vous l'avez si bien relevé, il n'est pas toujours évident que un bon accueil leur soit réservé. Il est toujours important pour nous de les référer vers les structures partenaires qui ont encore une expertise, des hommes suffisamment outillés, qui vont entreprendre justement une autre approche avec ces familles-là pour s'assurer que l'enfant bénéficiera d'une bonne protection. Voilà comment nous opérons. D'accord. Monsieur Lompo, vous qui êtes juge des enfants, comment ça se passe? Par exemple, on a démantelé un réseau assez connu où une dame conseille qu'elle place souvent les enfants. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une condamnation? Concrètement, chez vous? Merci beaucoup, madame. Bon, il faut que je commence par dire ce que nous, juges des enfants, nous faisons comme travail. C'est très important. Voilà, donc nous, juges des enfants, nous occupons des enfants en conflit avec la loi, c'est-à-dire des enfants qui ont commis des infractions. Des enfants qui ont commis des infractions. Okay. D'une part, et d'autre part, les enfants qui sont en danger. Et au nombre de ces enfants en danger, là, il peut s'agir des enfants qui sont victimes de traite sous forme d'exploitation sexuelle.
Et quand le problème vient à notre niveau, ce que nous allons faire, comme le commissaire le disait, c'est travailler à enlever donc d'abord l'enfant du milieu dans lequel il se trouvait et milieu dans lequel il est victime d'exploitation sexuelle. Et là, en collaboration avec certaines structures, et je pense que nous travaillons avec Koro qui place des enfants au niveau de Panbila et j'ai eu à prendre beaucoup d'ordonnances de garde provisoire pour les confier à ce niveau. Et pendant ce temps, maintenant, cette structure va travailler à ramener les enfants dans leur milieu d'origine. Mais, sur le plan procédural, nous ne jugeons pas les majeurs qui sont auteurs de ces actes. Vous ne jugez pas les majeurs, voilà. Les adultes Voilà. Mais, ça veut dire que s'il se trouve que ces gens-là ont été démantelés par la police ou bien la gendarmerie, c'est-à-dire qu'il y a une procédure qui est montée contre ces gens-là et le dossier doit être transféré devant le procureur. D'accord, c'est comme ça. Et nous, maintenant, nous prenons les enfants qui sont en danger et nous essayons de les sauver de leur milieu. C'est un peu ce qui se passe. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est le cheminement exactement. Prenons le cas de cette jeune fille qui quitte son village pour Ouagadougou. Vous avez arrêté, vous avez interrogé. Ensuite, vous les passez à qui? À l'association ou à l'ONG? Parce que, bon... Je peux... Oui, en fait, oui, tout dépend de la structure qui est beaucoup plus proche. Le commissaire peut, lorsqu'il intercepte ces gens-là, voir une structure avec qui il travaille pour qu'il puisse l'aider à prendre en charge immédiatement l'enfant. Tout comme, par exemple... certaines associations telles que SAMU Social et Kiro, lorsque eux, par exemple, la police leur donne des enfants qui sont victimes de ces violences sexuelles ou de ces exploitations sexuelles, ils les envoient à notre niveau et nous, on essaie de les écouter pour nous assurer qu'effectivement, ce sont des enfants qui sont victimes de ces actes-là et nous les plaçons à leur niveau. Quitte à ce qu'eux, maintenant, ils travaillent à ramener donc ces enfants dans leur milieu. Donc, la procédure varie d'une structure à une autre en fonction de ceux avec qui on peut facilement sauver l'enfant du milieu dans lequel il se trouve et qui ne favorise pas son épanouissement. Ok. Alors juste, vous êtes situé où en même temps, pendant qu'on y est? Votre structure, la protection de l'enfant à Ouagadougou, vous êtes où? Alors, la brigade régionale de protection de l'enfant et du centre est située au commissariat central. Commissariat central en ville, là? Commissariat central en ville. C'est pas évident qu'une jeune fille pousse la porte du commissariat pour entrer, pour vous voir. Bon, par contre, nous avons mis quand même un dispositif qui permet d'accueillir tous les usagers, notamment les enfants, que ces enfants-là soient victimes de violences ou qu'ils soient en situation difficile, comme les enfants en danger, ou encore que ce soit les enfants impliqués dans les infractions à la loi pénale. Je ne trouve pas qu'il y ait des difficultés particulières. Ça peut être une gêne, en fait. Je me mets à la place d'un enfant pour dire je suis gêné, ou si un adulte ne vous accompagne pas, ou si on vous dit d'aller vers cette structure-là, déjà quand on arrive, on a les policiers, il faut s'adresser à l'accueil qui va vous guider. Ça veut dire déjà, on explique un petit problème déjà à l'accueil, que quelqu'un va entendre et qu'on est gêné. En fait, c'est tout ça, en fait, je suis en train d'essayer de... Alors, soyez rassurés qu'il y a un certain nombre de principes qui guident nos actions, comme je l'avais tantôt dit. D'abord, la confidentialité. Tout propos ou toute déclaration faite par un enfant ne peut faire l'objet d'aucune publication. Et je l'avais déjà souligné, ce sont des personnes outillées qui s'occupent justement de notre cible, que sont exclusivement les enfants. Et soyez rassurés également que dès que ces enfants-là arrivent à l'entrée principale, on sait déjà quel est le service de référence. Vous allez entendre souvent, allez-y voir le commissaire des femmes et des enfants, parce qu'ils savent que c'est exclusivement à ce service-là qu'on peut s'occuper de son problème. Donc le message est passé. Alors moi, avant de revenir au conseil et autres, vous parlez de la technologie d'information et de communication, que c'est un moyen aujourd'hui qui favorise l'exploitation sexuelle des enfants. Alors qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, dans le dispositif des facteurs aggravants ou facilitant l'exploitation sexuelle des enfants, aujourd'hui, l'une des problématiques émergentes, c'est le développement
des technologies de l'information. Alors, quand vous entendez par technologie... Alors, de l'information, c'est aujourd'hui l'un des facteurs, l'un des moyens, l'un des outils qui facilite la mise en lien entre le mineur et son auteur à des fins d'exploitation. Soit il y a plein de programmes, c'est sur soit Facebook, soit sur WhatsApp, soit sur plein d'autres applications avec des images, la publication des images, vous constatez, ça sort dans les médias où les enfants, par exemple, il a la photo de sa copine en situation d'intimité et 2 jours après, il y a problème entre lui et la fille et il se permet de diffuser, comme tu m'as refusé, je vais te mettre la honte, il y a tout ça, mais aussi, n'oubliez pas, aujourd'hui, ce n'est pas parce que ta fille est à l'intérieur de la maison, elle est couchée au lit, tu dis non, moi, ma fille ne se promène pas. À partir de son téléphone portable, de son téléphone portable, elle est en contact avec tout un dispositif, toutes les situations d'intimité dehors. Alors, c'est pourquoi nous considérons que la mauvaise application, la mauvaise utilisation des nouvelles technologies de l'information est un des facteurs favorisants de l'exploitation sexuelle. Donc, il y a un travail d'éducation, de formation et d'information des jeunes et des parents aussi dans l'utilisation des simples téléphones Android qu'on achète à nos filles, à nos enfants, à nos garçons. C'est comment l'utiliser. Ce n'est pas l'interdire. Quand tu dis je vais interdire, si toi tu interdis, il va le voir ailleurs. Mais c'est vraiment l'amener, le rendre responsable, le conscientiser et faire des installations spécifiques dans les téléphones que nous donnons à nos enfants, ne les permettant pas d'avoir accès ou d'avoir avoir accès à certaines informations, à certaines pratiques qui peuvent se retourner contre eux. Donc il faut beaucoup insister sur la bonne utilisation de l'outil, des technologies de l'information qu'on a, notamment le téléphone qui est devenu, voilà quoi, la chose la plus facile à avoir par tous. Alors vous introduisez justement la prévention. Au niveau de votre association, vous qui les côtoyez, c'est sûr que vous en discutez. C'est quoi, quels sont les différents types ou quelles sont vos préventions à vous? Comment vous faites pour les prévenir? Alors, pour prévenir, nous avons plusieurs actions que nous menons dans ce sens. D'abord, nous informons. Nous informons à travers des théâtres forums, à travers des images que nous publions à tout le monde, à travers des rencontres du groupe où nous discutons. Et au-delà de ça, nous accompagnons, parce que quelquefois, comme certains l'ont dit, c'est de la survie. Hein? Mais oui, c'est de la survie, vous vous retrouvez dans cette situation. Et donc, nous accompagnons par l'éducation, que nous accompagnons jusqu'au bout, pour celles qui veulent aller. Et les familles où il y a des enfants qui ont subi ou qui semblent être en difficulté et qui vont sortir, nous travaillons déjà depuis la famille pour prévenir la sortie ou la possibilité que l'enfant soit victime. Et pour nous, la meilleure chose au jour d'aujourd'hui, c'est l'éducation. L'éducation. Et l'éducation, pour nous, elle doit être inclusive, gratuite et de longue durée. À partir de la famille. À partir de la famille, vous accompagnez l'enfant dans son éducation jusqu'au minimum 17 ans. Ok. Monsieur Tamba, tout à l'heure, les deux demoiselles, on a vu le logo de votre association, de votre ONG, et Pat, elles font de la couture chez vous, c'est ça? Alors, elles ne font pas de la couture chez nous, parce que dans le dispositif de protection, chacun a un mandat. D'accord. Alors, notre mandat d'ECPAT, c'est tout ce qui est mobilisation des acteurs, c'est tout ce qui est plaidoyer, comme on est en train de le faire, c'est tout ce qui est information de l'ensemble des acteurs, à commencer par l'enfant, en traversant par la famille et aussi des acteurs institutionnels. C'est comment vraiment aider à mieux comprendre le phénomène. Alors, ces enfants-là, il y a des organisations nationales partenaires qui peuvent être des centres de formation, qui peuvent être des associations. Par exemple, le cas de Burkina Faso, nous travaillons avec Kéogo, avec CATS, qui ont la responsabilité, effectivement, d'offrir les services de protection à ces enfants-là via un certain nombre d'activités
y compris la formation professionnelle, appuyée aux activités génératrices de revenus que vous avez vu au niveau des témoignages. Au niveau des témoignages. Donc, il y a aussi des structures de formation qui sont aussi partenaires, à qui on appuie, on met à disposition et qu'on mène à améliorer le cadre d'insertion et de réinsertion de ces filles. D'accord. Monsieur Saouadarou, vous m'avez dit tout à l'heure, bon, c'était en off, moi je vous ai posé la question, à savoir la jeune fille tout à l'heure, la première qui a témoigné, disait on l'apprend à faire la couture, mais elle ne peut pas encore se nourrir puisqu'elle est en apprentissage. Donc comment elle fait pour vivre si vous ne voulez pas qu'elle retourne encore de temps en temps les soirs à se prostituer? D'accord, il faut qu'on commence à comprendre que lorsque quelqu'un a été victime d'exploitation sexuelle, il y a une grosse prise en charge qui est mise en œuvre. D'accord. Et ça nécessite une équipe pluridisciplinaire que nous avons. Vous avez des médicaux, vous avez des travailleurs sociaux, vous avez des psychologues, des éducateurs. Et ça permet, selon les degrés de la difficulté que vit la personne, de lui donner tous les moyens possibles pour qu'il y ait d'abord, on restaure son estime de soi. Et après avoir restauré l'estime de soi, on s'engage à une activité future avec la personne. Et ça peut être n'importe quelle activité, mais avec l'accompagnement et le choix. Comme il l'a dit, comme il l'a dit, de l'enfant. Et si vous choisissez d'aller dans un centre, dans le centre, il y a tout ce qu'il vous faut. D'accord. En termes de kit d'hygiène, du logement, santé. Kit d'hygiène, logement, santé, alimentation et un peu d'argent de poche. D'accord. Mais je vais vous dire que celles qui ont été victimes et qui ont duré beaucoup dans le milieu, se mettent déjà dans la drogue. Et donc ça, c'est compliqué. Difficile à... Donc ça devient encore plus lourd quand vous avez accompagné des types de ces personnes, de ces personnages. Mais on y arrive malgré tout. Malgré tout, on y arrive. Mais après, selon ta formation, on t'accompagne jusqu'au bout. Il y a un kit et avec un montant qui te permet de subvenir pendant un certain temps et tu es suivi pendant 3 ans. 3 ans. 3 ans. Bon, c'est bien. Vous vous trouvez où votre association? Nous sommes juste à la Padoie à côté. À Padoie, c'est à côté. Donc n'hésitez pas. Après, vous avez aussi toutes les infos. Alors, monsieur Lampo, dites-moi, vous, au niveau de la prévention, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, bon, au niveau de la prévention, il faut dire que, puisque nous, personnellement, ne sortons pas sur le terrain, mais s'il arrive que, par exemple, la police ou bien la gendarmerie intercepte, par exemple, des enfants qui allaient certainement être victimes de traite sous forme d'exploitation sexuelle, et qu'ils les disent à notre service, eh bien, nous les écoutons et nous autorisons à ce que ces enfants-là soient placés donc, au niveau de leur centre, et quitte à ce qu'on travaille pour ramener ces enfants. Si passé un certain temps, ils n'arrivent pas à retourner donc, les enfants, donc ça dit qu'ils vont ramener donc, encore la procédure à notre niveau pour qu'on passe à un autre niveau où des enquêtes sociales doivent être faites et finalement on va décider du placement de ces enfants pour éventuellement bénéficier de certaines formations comme il est en train de le dire ici. Donc à votre niveau, n'hésitez pas, que les gens n'hésitent pas en fait à vous consulter. Oui, que les gens n'hésitent pas à nous consulter. D'accord. Il reste que quelques secondes, M. Ouedraogo, si vous voulez rajouter quelque chose. Bon, c'est juste ajouter à ce que M. Lampo vient de dire, parce qu'au titre de la prévention, et nous, tout comme justement nos partenaires, il y a des actions de communication, de sensibilisation qui sont entreprises à l'endroit de certaines cibles, notamment les populations d'une manière générale et le milieu scolaire. Ce sont des actions de sensibilisation que nous menons sur des thématiques assez bien déterminées, notamment les droits de l'enfant, les conséquences des violences et justement les canaux de dénonciation. Donc ce sont des activités que nous menons de concert parce que nous sommes pratiquement la première porte d'entrée des victimes justement d'exploitation sexuelle. Voilà. Quelques secondes pour un mot de fin, Monsieur Tamba. Alors, pour la fin de l'émission, nous sommes sûrs et nous voulons insister sur un certain nombre de choses. Premièrement, il faut qu'on ait tous conscience que le phénomène, il existe et il se développe. Et personne n'est épargné. Le deuxième élément, nous voulons une grande mobilisation et un engagement réel de tous les acteurs, y compris les enfants, la famille, les organisations et les institutions publiques. Et l'autre côté, c'est vraiment l'application de la loi. L'application de la loi et le rôle des médias. Les médias doivent ouvrir une grande fenêtre
pour communiquer là-dessus et faciliter vraiment la mobilisation, l'information et la formation, parce que c'est une problématique qui fait partie de notre environnement et à laquelle il faut adresser des réponses cohérentes. Très bien. Merci beaucoup. Et en résumé, personne n'est épargné. Ne dites pas que voilà, vous avez mis des garde-fous. Discutez toujours avec vos enfants, c'est ce qui est important. Et faites attention, mettez plus de garde-fous que ça, parce que le monde d'aujourd'hui veut qu'on prenne plus de temps d'écouter nos enfants ou d'être présent pour nos enfants. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Lampo, Monsieur Sawadogo, Monsieur Tamba, Monsieur Ouedraogo. On vous remercie. On vous souhaite de passer une excellente soirée et merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Au revoir.